Alors des biens avec cash flow, il y en a, mais il y a la réalité qui va avec. Il est débordé, il a plein de boulot, il a autre chose à faire et ça va le saouler. Il va peut-être venir une fois, peut-être deux fois, puis après il va en avoir ras-le-bol. Donc on va se griller avec le professionnel. J'ai eu un peu tous les problèmes, j'ai déjà eu de la mérule, on a réussi à la traiter, c'est très bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast, je suis très heureux de vous accueillir ici dans la demeure de Flore qui est juste derrière moi en plein cœur de la ville de Brive-la-Gaillarde, dans cette magnifique demeure où ils nous ont accueillis chaleureusement pour tourner ce podcast. C'est un appart-hôtel, regardez leur site internet, je vous le mets en description. C'est un lieu magnifique, un havre de paix et de verdure en plein cœur d'une ville historique à découvrir. Tous les liens sont en description. Et maintenant, je vous laisse avec le podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast des entrepreneurs de l'immobilier. Je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode et je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Rudy. Bienvenue Rudy. Merci. Écoute, avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation pour venir, alors ce coup-ci, me questionner. C'est moi qui vais être interviewé sur ma propre chaîne de podcast, c'est assez original. C'est toi qui vas m'interviewer. Pourquoi ? Parce que mon vidéaste a eu une super idée. C'est d'inviter une personne, en l'occurrence toi, que j'ai rencontré il y a quelques temps justement dans une rencontre d'investisseurs, avec qui on a bien échangé ensemble et j'ai bien accroché. Je me suis dit, ça peut être vraiment cool de t'inviter à me poser toutes les questions que tu m'as posées un petit peu en off lors de cette soirée pour débuter en investissement immobilier. Et c'est vrai que du coup, avec le temps, comme ça fait 15 ans que j'investis, souvent, je traite des sujets un petit peu avancés, un peu élaborés, et quand on veut se lancer, quand on veut démarrer, on peut se sentir un petit peu déconnecté, finalement, de ce que je partage comme contenu. Donc, Guillaume, mon vidéaste, que je remercie, a eu la magnifique idée de penser à toi pour me poser toutes les questions qu'on se pose quand on veut démarrer l'investissement immobilier. Des questions de base, de mindset, de recherche, vers quoi s'orienter, quel type de projet choisir. Voilà, tu as préparé toute une liste de questions. J'ai préféré ne pas regarder les questions et donc tu as tout un tas de thématiques, de questions que tu te poses réellement puisque Rudy débute dans l'investissement immobilier et avec un objectif de passer à l'action cette année. Donc Rudy, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? On rentre dans le vif du sujet directement et tu m'harcèles de questions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Robin Aldin et je dirige la société Projet Locatif qui propose des investissements immobiliers rentables sur toute la France. Nos 80 conseillers qui sont tous des multi-investisseurs passionnés sont répartis sur tout le territoire et ont déjà réalisé plus de 1300 opérations rentables pour nos clients. Que vous souhaitiez acheter ou vendre votre bien locatif, notre équipe spécialisée peut vous aider. Le lien est en description. Et bon retour à la vidéo et bon podcast. Merci pour l'invitation, c'est avec grand plaisir de pouvoir venir échanger avec toi. Effectivement, comme tu le disais, on avait déjà pas mal discuté, c'était hyper intéressant. Donc, alors moi du coup, j'ai 28 ans. J'ai un parcours professionnel plutôt tourné sur le développement de territoire, en activité principale, avec des études qui ont été dans ce sens-là. Et ensuite, là, depuis maintenant 1 an, j'ai lancé une petite entreprise de service à la personne spécialisée dans l'espace vert, justement dans le but de pouvoir me créer un capital pour pouvoir me lancer dans l'immobilier. Ça fait à peu près 2 ans que je me renseigne, je fais des visites, j'ai déjà passé quelques petites étapes. D'accord. Mais Ok. voilà. Pas encore le passage de l'acte authentique. Il y a eu des offres qui ont été faites, des compromis signés, ça n'a pas été au bout. Et justement, l'idée, c'est de voir un petit peu ce qui aurait pu être fait, ce qui a été bloquant. Et puis, essayer à la fin du podcast que tout le monde ait l'idée bien claire pour pouvoir démarrer son premier projet, passer à l'action, être rassuré, savoir vers quoi se tourner, identifier suivant son secteur ses envies, ses objectifs, quel type de projet est le plus adapté. Et puis, essayer d'être rassurant. Donc, 28 ans, c'est super. C'est l'âge où je suis passé à l'action, en fait. Je suis passé à 27 ans pour mon premier bien. Donc, de s'y intéresser assez jeune, plus c'est tôt, mieux c'est. En tout cas, il y a de belles choses à faire quand on est jeune comme ça. Et ça montre déjà un peu un bon mindset parce que cet exercice, déjà, de venir sur le podcast, déjà, c'est pas évident quand on n'a pas l'habitude. Donc, bravo à toi. Merci. Et puis après, le fait de créer une entreprise pour se constituer une épargne, pour pouvoir passer à l'action, ça montre aussi déjà un bon signe de détermination. C'est déjà un très bon point. Absolument.
Ok, ben écoute, je te propose, si tu veux, de démarrer. On Et puis attaque. tu me poses les questions que tu veux. Je suis tout à toi pendant 1 heure à peu près. Vas-y. Allez, bah super. Là, je pense que déjà, je vais peut-être faire dans le désordre de ce que j'avais prévu parce que la première question qui me semble importante, c'est est-ce que toutes les situations personnelles permettent de se lancer dans l'immobilier? Alors, personnel, je vais entendre un contrat de travail, CDD, enfin voilà. Est-ce qu'il y a des situations, des moments propices qui permettent de se lancer au bon moment Oui, je vois. dans l'immobilier? D'accord. Par rapport à sa situation pro, tout à fait, évidemment. Donc, on a des situations qui sont plus favorables pour le financement. Évidemment, on va parler du contrat à durée déterminée. Donc, le fameux CDI, c'est le Graal pour les banques. Pour moi, chaque personne qui a un CDI doit utiliser cette situation pour lever de la dette, puisque ça rentre parfaitement dans les cases du financement bancaire. Hmm. Aujourd'hui, avoir un CDI, c'est échanger son temps contre une rémunération. Il n'y a pas de scalabilité, il n'y a pas de développement trop possible, avoir quelques augmentations éventuellement. Mais avec l'immobilier, on arrive à décorréler son temps d'une rémunération et dans différents actifs. On parle d'immobilier, mais il y a plein d'autres actifs. Donc, si on consacre son temps contre une rémunération, on échange son temps, et vu qu'il n'y a pas de scalabilité, il faut utiliser cette situation pour lever un maximum de dettes. Et je pense que la plupart des personnes n'imaginent pas à quel point elles sont finançables. Il ne faut pas écouter les banquiers qui vous disent que ce n'est pas possible, qu'on ne vous prêtera pas. C'est que tout simplement, c'est pas un bon banquier. Moi, je pensais au début que si un banquier me disait, c'est pas possible, on ne prêtera pas, c'est que tout le monde allait penser comme ça, toutes les banques allaient penser comme ça. Pas du tout le cas. On parlera du financement, mais Hmm. il y a vraiment un côté humain, il y a une approche à avoir assez spécifique. Mais disons, le CDI, c'est le top. Après, le CDD long terme, renouvelé, et cetera, ça peut le faire, quand c'est justifié. Moi, quand j'ai démarré, pour investir, en fait, c'était que du CDD, renouvelé avec des périodes de chômage et en fait, j'ai démontré et expliqué qu'en fait, c'était, un choix de ma part. C'était pas parce qu'il y avait pas de boulot, que je trouvais pas de boulot ou que je galérais, en fait. C'est que je préférais avoir du temps à me consacrer à mon futur projet d'investissement, que j'aimais avoir du temps pour ma famille, et cetera, et que c'était vraiment un choix de ma part et donc je leur montrais les annonces, il y avait des annonces, je leur montrais que c'était régulier Mhm. et volontaire et du coup la banque, a tout à fait compris. Je suis tombé sur la bonne personne aussi. Hmm. Donc bon, c'est un peu moins bien évidemment, comme situation, mais c'est pas, rédhibitoire. Voilà. Ok. Après, il y a l'entrepreneur. Donc, l'entrepreneur, qui a pas, beaucoup de bilan. Donc, on dit toujours: «Il faut avoir 3 bilans». Alors, en général, oui, mais c'est pareil, si vous avez une bonne activité, moi, quand j'ai commencé à accompagner, des clients avant de créer, Projet Locatif qui accompagne maintenant des clients sur toute la France, j'ai accompagné des clients et dès cette première année de lancement, j'avais signé à peu près 100 000 € finalement de compromis et de chiffre d'affaires en 6 mois et la banque m'a reprêté, en fait, assez rapidement parce que l'entreprise a bien démarré. Ce qu'il faut, c'est calibrer, le montant du projet en fonction de votre situation. Donc Mhm. plus on a une situation, précaire, plus il va falloir s'orienter vers des projets plus petits. Hmm. Voilà, mais au moins ça met le pied à l'étrier, ça permet de démarrer, de passer à l'action. Mais aujourd'hui, même quelqu'un qui est en CDD ou en lancement d'activité, d'entrepreneur qui a pas un gros chiffre d'affaires, acheter un petit appartement dans des petites villes ou villes moyennes, de 50 moins de 50 000 habitants, avec des budgets de moins de 100 000 €, j'allais dire, si la banque vous dit non, allez en voir une autre. Parce que franchement, ça fait des petites mensualités, Hmm. voilà. Et puis il faut croire en soi et en son projet. Moi, je trouve ça hyper intéressant le fait de ton expérience entre tes CDD, enfin ta volonté de consacrer du temps à ta famille, à tes projets. C'est vrai que c'est des choses, je pense, auxquelles on ne pense pas forcément. Et on se retrouve vite, je pense, à se mettre des barrières un peu en mode je serai jamais financé. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est pas du tout, le cas. Il faut savoir que moins la situation est favorable, plus il va falloir aussi mettre d'efforts dans sa recherche de financement. Nous, je reviens souvent à projet locatif parce qu'on a vu passer quand même 1 400 projets. On a eu des personnes qui avaient des moins bonnes situations, qui ont réussi à avoir leur financement et des personnes qui avaient des très bonnes situations, des cadres supérieurs qui n'ont pas eu leur financement. Parce que la personne qui avait une moins bonne situation en avait conscience et elle savait qu'elle devait se démener Hmm. pour obtenir son financement. Elle a mis énormément d'énergie et elle a réussi. Donc, il y a ça aussi à bien comprendre, et puis après, il y a un dernier cas aussi, que j'ai pas abordé, c'est le chef d'entreprise
qui est une belle entreprise qui fonctionne bien, mais qui n'est pas, rémunérée, par un salaire ou en tant que dirigeant, qui va prendre des dividendes. Par exemple, des choses comme ça qui ne sont pas claires pour les banques. En fait, pour une banque, il faut que ce soit le plus simple possible. Donc même pour un dirigeant d'entreprise, l'idéal, c'est de rentrer dans la case salarié. C'est la meilleure. Alors ça coûte un peu cher Mmh. parce que se verser des salaires, c'est de suite, on paye le double. Mais Mmh. par contre, à côté de ça, on peut vraiment lever de la dette. Donc là, c'est des profils un peu plus spécifiques. Mais voilà, quand on peut être salarié, alors si on a une SASU, une SAS, c'est la meilleure des situations, en tout cas au niveau bancaire. D'accord, Voilà. OK. Bah, du coup, ça en dit déjà pas mal, en termes d'informations sur, sur mes Ouais. perspectives. Et du coup, là, tu as parlé d'un bien plutôt, qu'il faut adapter selon, ta rémunération. Ma crainte, c'est, d'investir dans un seul appartement, Mmh. justement d'un point de vue sécurité, de paiement de loyer et cetera. Je m'étais mis en tête de au moins me positionner sur un minima 2 biens, alors dans un immeuble ou, ensemble justement pour au moins sécuriser, une rentrée d'argent pour pouvoir payer les mensualités. Est-ce que c'est un frein, qui est vraiment, justifié ou est-ce que on peut quand même se lancer, avec un seul bien? Tout à fait. Oui, je vois, en fait, c'est vrai que de ce côté, rassurant d'avoir, plusieurs revenus, c'est-à-dire se dire: «Il y en a un qui manque, beh, du coup, l'autre va compenser». Mmh. Ça, c'est l'idéal, c'est les petits immeubles de rapport. Alors, je pense que le risque, effectivement, se dilue à partir du moment où on a plus de 3 lots, 3-4 lots. Mmh. C'est vrai que sur 2, finalement, si tu en manques un, ça reste quand même pénalisant. Bon, on va dire qu'il y a l'autre quand même, mais il faut quand même absorber, l'autre. Non, franchement, c'est pas gênant. Le principal, c'est surtout de passer à l'action. Je pense qu'il vaut mieux débuter avec un seul bien, surtout pour démarrer, peut-être ça dépend des situations, mais démarrer de suite sur un immeuble, ça peut faire peur et c'est un des blocages qu'on voit. Donc, par exemple, toi, dans ta situation, si tu cherches 2 biens en même temps, en fait, c'est hyper compliqué. Mmh. Faut trouver soit un immeuble de 2 lots, soit 2 lots de copropriété, qui se vendent, par la même personne au même moment, c'est au niveau paramètres, ça réduit l'entonnoir, en fait et Mmh. plus on réduit l'entonnoir, mais plus c'est compliqué de trouver. D'accord. Mmh. Moi, je pense qu'il faut surtout, commencer, donc ça n'empêche pas de faire un bien et un autre 3 mois plus tard. Du coup, dans la stratégie d'en avoir 2, heu en fait, pour sécuriser, aujourd'hui, en fait, on peut sécuriser les loyers sans aucun problème et encore plus dans cette période, moi, je prends maintenant avant, je me passais de temps en temps d'assurance, de loyer impayé. Maintenant, je prends toujours les assurances pour être tranquille. Donc, en fait, on a la garantie Visal qui est Mmh. gratuite pour l'assurance des loyers impayés. Enfin, si c'est ça le risque que tu évoquais, le risque c'était de ne pas avoir de loyer et d'avoir une perte de loyer ou une GLI privée, une garantie de loyer impayé privée, ça coûte moins de 3 du loyer. Mmh. Donc au début, faut pas se casser la tête, faut être sûr à 100 et il faut prendre une assurance pour ses locataires. D'accord. Voilà. Et après le risque qui peut arriver, ça peut être, la vacance locative. Mmh. Je veux dire, j'arrive pas à louer. Bah, encore une fois, là, c'est toujours l'astuce un petit peu simple, c'est si on ne connaît pas le marché, on regarde, ce qui est proposé déjà sur le marché. C'est intéressant de regarder le ratio, quand on ne connaît pas son secteur, entre le nombre d'habitants et le nombre de biens disponibles à la location et on peut se rendre compte que sur certains secteurs, ben, en fait, faut regarder, il y a des statistiques sur internet, le nombre de propriétaires et de locataires en France, en moyenne, il y a à peu près 50 de propriétaires et 50 de locataires. Mmh. Donc, si on regarde le nombre d'habitants et le nombre de biens disponibles à la location qui est pas énorme et en plus, si ces biens disponibles ne sont pas de bonne qualité, bon, on sait qu'on a une place, assez facile à prendre et là, c'est tout simplement le test de la fausse annonce, hein. C'est poster une annonce et faut oser franchement, c'est pas très gênant, d'un appartement alors propre, Mmh. vraiment bien rénové, quelque chose qu'on a envie de proposer et on regarde le nombre de contacts. Alors maintenant, c'est beaucoup des contacts, sur Le Bon Coin, c'est plus trop des Mmh. appels. Maintenant, les gens appellent plus trop, mais il faut quand même mettre le numéro de téléphone et cetera. C'est quand même mieux pour avoir un maximum de retours et si au bout d'une semaine, vous avez eu, plus d'une dizaine de contacts, moi je pense que vous arriverez à louer assez facilement et par expérience, moi j'ai jamais eu de vacances locatives ou très, très peu. C'est vraiment, très exceptionnel. Mmh. Donc voilà, pas de problème à partir du moment où on a un logement de qualité, là-dessus, on n'a pas de souci.
Mais c'est vrai que non, mais c'est vrai que c'était plutôt intéressant de se dire qu'en fait, au final, il faut pas forcément se bloquer à se dire il faut Ouais, au minimum 2 appartements. ouais, tout à fait. Toi, du coup, enfin, j'ai regardé aussi tout ce que tu fais et effectivement, t'as misé sur sur des produits de qualité à la location. Et je trouve ça vraiment génial et ça serait plus dans ce sens-là que je voudrais me positionner. Euh, Moi, j'ai vu plein d'appartements, je vis à la campagne et c'est beaucoup des appartements qui me semblent complètement insalubres et qui sont quand même loués parce que il y a pas d'autres offres. Oui, oui, tout à Mais fait. c'est pas normal, à mon avis. Enfin, maintenant, on doit pouvoir loger des locataires dans des conditions optimales, favorables. Ouais, tout à fait. Et en tout cas, au-delà de me lancer dans l'investissement personnel, c'est aussi pouvoir répondre à ces questions-là, de se dire, en fait, de pouvoir participer au fait de loger des gens dans des bonnes conditions parce que c'est. Mais complètement. En fait, on est fier de soi aussi, hein, de faire Mm, ça. C'est-à-dire qu'on gagne de l'argent, mais on est fier de ce qu'on fait et ce qu'on propose, quoi. complètement. C'est aussi très agréable de faire visiter un appart qu'on a, rénové, Mm. où on a mis de l'énergie, où on est fier de proposer. C'est vraiment top. Donc, c'est aussi gratifiant personnellement d'avoir, bah, les remerciements, des locataires qui disent: «Oh votre appartement est vraiment super Mm. par rapport à tout ce que j'ai vu. On s'y sent super bien». Enfin, du coup, c'est hyper Ouais. agréable. Enfin, le côté humain, voilà. Je pense qu'à l'époque, effectivement, comme tu dis, il y a certains secteurs encore où ça fonctionne, où tout peut se louer et donc il y a des propriétaires qui se disent: «Bah, moi, peu importe, hein, ça se loue donc je m'en Mm. fous». Ça, c'est vraiment la très mauvaise mentalité, et ça existe encore même sur des secteurs, où la demande locative est moins forte, Mm. mais forcément, on attire des locataires à problème et on a des histoires parce qu'en fait, si on attire ce qu'on propose. Donc si on ne les respecte pas, ils nous respectent pas. En fait, Ouais. c'est un peu le principe de base. Donc je pense que c'est bien. Il faut partir sur de la qualité. Après, la qualité coûte des fois un peu cher et donc on a du mal à trouver des points d'équilibre, Mm. de rentabilité. Donc c'est là où il faut arriver à doser entre proposer de la qualité et s'arrêter parce que ça coûte trop cher. Donc on se dit: «Ouais, là, j'aimerais bien le plan de travail en marbre», voilà, bon, non, stop, faut arrêter aussi. On veut faire du beau, de la qualité, du solide, mais voilà, il faut quand même avoir des points d'équilibre, qui permettent, justement de pouvoir rembourser le prêt, d'avoir un équilibre financier qui Et de permet, répondre au marché aussi du locatif sur le secteur. ouais, tout à fait, exactement. En fait, moi, je me positionne toujours un peu, au-dessus de ce qui est proposé, quoi, et Mm. toujours un petit peu moins cher. Voilà, quand on respecte ces règles-là, bon, en fait, ça fonctionne, quoi. C'est nickel. Donc Hyper intéressant. Et ben justement, on va venir sur la question de la rentabilité. Pour toi, à partir de quelle rentabilité tu t'intéresses à un bien? mmh, Bon, effectivement, une rentabilité négative, j'imagine qu'on se positionne pas, c'est logique. Mais à partir de quel pourcentage? Est-ce que c'est du 4% par an? Est-ce que c'est du mmh, 5-6% de rentabilité? oui, C'est d'accord. À quel niveau on se met? Ouais. Alors, aujourd'hui, avec les taux de crédit actuels, donc on est sur des taux en moyenne à 3,4-3,5 sur 20 ans. Moi, Mhm. j'emprunte sur 20 ans. Quand on est plus jeune, il y a encore certaines banques qui arrivent à prêter sur 25 ans, donc tant mieux. Ça évite d'avoir des mensualités trop élevées, donc si on peut le faire, on le fait, mais en général, c'est plutôt sur 20 ans. Mhm. Il faut au moins 7,5% brut de rentabilité pour, on va dire, être équilibré financièrement. Voilà. Alors ça va dépendre un peu des régions, du montant de la taxe foncière. Nous, on a une taxe foncière sur notre secteur qui correspond à 2 mois de loyer, donc une taxe foncière qui est assez élevée. Mhm. Il y a des secteurs où ça va plutôt être 1 mois de loyer et donc là, à partir de 7% de rentabilité, je pense qu'on peut avoir l'équilibre financier. Ce D'accord. qu'on appelle l'équilibre financier, c'est avoir autant de revenus hors charges que de dépenses. Donc les dépenses, ça va être bien sûr le crédit, ça va être, l'assurance propriétaire non occupant, qui est Mhm. obligatoire, la taxe foncière et après, bah, effectivement, si on fait gérer, la gestion locative. Voilà et après, alors on peut tout mettre encore des frais en plus, mais ça dépend de chaque situation, les comptabilités et cetera. Mais bon, au début, voilà, c'est pas très, très cher, c'est 100 € par an pour, du LMNP, des choses comme ça. Donc voilà, grosso modo, les charges, c'est à peu près ça et donc l'idée, c'est d'être flat. Donc à partir de 7-7,5 normalement, on est sain, on est équilibré. D'accord. Et avec ces 7%, tu as potentiellement du cash flow? Enfin, Alors voilà, est-ce qu'il reste du coup, peut-être on peut définir ce que c'est vraiment le cash flow exactement? ouais. C'est l'excédent de trésorerie, c'est ce qui est en plus de l'équilibre financier. Là, ça veut dire qu'à 7, 7,5,
on paye toutes nos charges, mais on n'a pas de cash flow, on n'a pas de bénéfice sur l'opération. Mais en sachant, moi je calcule, alors on met toujours un peu d'apport, il faut maintenant les banques demandent 10% d'apport, mais je calcule à la base le financement total, voilà, sur mes calculs, et après effectivement l'apport permettra d'avoir un petit peu de cash flow, et les 10% d'apport vont travailler à 7-8% de rentabilité et permettront de faire un petit peu de cash flow. Mais D'accord. le cash flow, c'est ça. Et en fait, il faut comprendre que c'est pas avec le cash flow qu'on s'enrichit, c'est vraiment avec le remboursement du capital. C'est tous les mois le capital qui se rembourse qui va nous enrichir en immobilier. Et quand vous allez vendre le bien, si vous empruntez sur 20 ans, au bout de 7 ans, si vous revendez le bien, vous avez remboursé quasiment un tiers du prêt. Et là, vous allez récupérer vraiment du cash. Mhm. Et donc, c'est cette phase constitution de trésorerie, entre 25, ce que je disais à Mhm. la conférence, entre 25 et 50 ans, il y a une phase où il faut lever un maximum de dettes pour être dans la constitution du capital qui après, dans un second temps, va être travaillé. Mhm. Voilà, on va récupérer, mais ça va permettre de générer ce capital qui après nous procurera un rendement pour avoir des revenus dans la seconde phase. Mhm. Mais le cash flow, c'est bien d'en avoir un petit peu pour entretenir le bien. Voilà, payer les petites réparations, les choses comme ça. Mais faut pas croire qu'on s'enrichit avec ça. En tout cas, pas avec de la location longue durée. Voilà, après, avec des projets de colocation, avec de la location courte durée, pourquoi pas. Mais ça demande beaucoup plus d'énergie. D'accord. Bah, tu vois, parce que ça, c'est quelque chose, dans les calculs que je faisais et sur les quelques biens où j'ai essayé de monter mon dossier, faire mes analyses et tout ça, je cherchais à tout prix à avoir ce cash flow, justement, pour me sécuriser en cas de problème, enfin, s'il y avait, Ah je sais ouais. pas, une chaudière à changer, Et oui, d'accord. parce qu'on. Enfin, ça, on peut y venir juste après, justement, sur comment est-ce qu'on choisit un bien, quels sont les critères sur lesquels on peut se positionner, enfin, les Ouais. critères qu'on doit regarder au moment de la visite du bien, enfin, Oui. c'est des choses, je pense, ça peut être vraiment intéressant. Et parce que bon, Mhm. quand on se lance, on sait pas trop où regarder. On va regarder un peu la toiture, les murs, Ouais. mais on sait pas trop regarder. Et du coup, bah, moi, ce cash flow-là, je me dis, il m'en faut, puisque derrière, ça va me permettre de continuer de garder une certaine qualité d'entretien, de Mm. travaux régulièrement. Peut-être que c'est pas forcément nécessaire dès le début, si tu fais Tout le à bon fait. choix Et au ouais. niveau des biens. Ouais, je vois. Mais oui, alors ça, c'est un piège parce que c'est bloquant. Parce que c'est compliqué. Alors, des biens avec cash flow, il y en a, mais il y a la réalité qui va avec. Et c'est pour ça qu'il y a la rentabilité et puis il y a la réalité. Et donc, sur le papier, on peut avoir du 10% avec du cash flow, mais la réalité, ça va être un petit immeuble de merde avec des studios tout pourris, loué, très mal loué à une population sociale compliquée à gérer. Mm. Et sur le papier, ça dégage du cash flow. Donc, sur le papier, la rentabilité est rassurante. Par contre, derrière, la gestion et les galères qui vont aller derrière, c'est pas du tout rassurant. Mm. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'étudier. Bon, la rentabilité, c'est bien, c'est une chose, c'est ce qu'on veut regarder en tant qu'investisseur en priorité, mais surtout la réalité du terrain et ce qu'on appelle la capacité mentale à pouvoir absorber cette nouvelle charge. Et du coup, c'est bien au début de ne pas se saturer avec des problèmes. Mm. Il vaut mieux pour moi faire des investissements un peu moins rentables au début, mais plus sécures, qui vont donner envie de continuer, qui vont rassurer, plutôt que faire un investissement plus rentable avec tout un tas de galères à gérer et après revendre en catastrophe parce qu'on en a ras-le-bol, Mm. on a été essoré, vidé. Parce qu'en fait, bon, on a tous notre limite, hein. Toi, tu as 2 boulots. Mm. Après, il y a des personnes qui ont des familles à gérer, et cetera. Donc si c'est pour avoir que des problèmes à se surcharger, ça va dégoûter. Donc Mm. ça, Mm. c'est dommage. Après, tu parlais, ah oui, des biens à sélectionner, c'était un peu ça? Ouais, je trouve, tu vois, ça, je m'étais noté parce que, tu vois, quand je fais les quelques visites que j'ai faites, effectivement, tu regardes un peu. Alors, moi, mes points, c'est en priorité la toiture, parce qu'actuellement, ça coûte excessivement cher. Ouais, Mais quels sont les autres points à regarder Est-ce que, oui, enfin, en gros, quelle est la méthode est-ce qu'il y a une méthode pour bien visiter oui. un, un- un bien? D'accord, ouais, tout Tu à vois. fait. Je reviens, j'avais quelque chose que je voulais compléter juste avant sur Mm. le cash flow, parce qu'effectivement, ça peut faire peur, effectivement, quand il y a des petits soucis, des réparations, d'avoir cette épargne. Donc déjà, l'idée, c'est au moins d'avoir, c'est demandé par les banques et je trouve que c'est très bien, au moins 1 an de loyer de côté. Voilà, quand on investit, de ne pas se démunir de toute l'épargne. Si on achète un bien qui sera loué 500 €, il faut au minimum avoir 6 000 € de côté. Mm. En plus, éventuellement, de l'apport qu'on peut mettre. Donc il y a cette phase de constitution d'apport et de trésorerie.
et après de passage à l'action, mais en tout cas d'avoir cette épargne de précaution. Donc soit on arrive à la constituer, soit il va falloir se la constituer. Quand on achète un bien, on peut faire également un différé. Et pendant cette période-là, même si le bien n'a pas de cash flow après pendant sa durée d'exploitation, on peut compléter son matelas de sécurité à ce moment-là. Donc le différé, c'est la période où on va payer que les intérêts d'emprunt. Donc admettons sur des mensualités à 400 € par mois, on va se retrouver finalement avec des mensualités à 150, 180 € par mois. Voilà, plus que divisé par deux. Donc ça permet, pendant cette phase-là, si on arrive à avoir un différé d'1 an, c'est tout à fait acceptable, d'avoir 10 mois de différé qui vont nous constituer 2500, 3000 €. On parle d'un bien là, juste d'épargne de précaution qui permettront justement de voir par la suite s'il y a des problèmes et d'avoir ce petit matelas de sécurité, parce qu'en fait, on n'est pas serein. Si on n'a pas ce matelas de sécurité, on se dit, il m'arrive la moindre galère, comment je vais faire et tout, c'est hyper stressant. Donc c'est important de l'avoir. On peut se constituer de cette manière-là sans forcément avoir de cash flow après sur le long terme. D'accord, ok. Ça change un peu la donne du coup. Et oui. Au niveau des calculs et des perspectives sur certains biens, au final, ça en ouvre d'autres. Complètement. Et encore, là, j'ai parlé d'1 an, mais il y a des différés. Je sais que le Crédit Agricole, de base, propose un différé de plus d'1 an. Non, pardon. Je sais que de base, le Crédit Agricole propose un différé de 3 ans. Donc, on peut comme ça vraiment se constituer 7 000, 8 000 €, 10 000 € d'épargne avec un seul appartement pendant cette période de différé. Voilà, donc ça, c'est faisable aussi, sachant que l'inconvénient du différé, c'est pour renouveler les opérations, la banque va préférer qu'on soit passé en phase d'amortissement avant de renouveler une nouvelle opération, sachant qu'on n'a pas encore amorti de capital. Donc c'est que cette période-là, elle est bien, mais il ne faut pas normalement durer trop longtemps, parce que si on veut enchaîner les projets, c'est mieux de rembourser du capital, la banque préférera. D'accord. Du coup, je vais rebondir sur, pour visiter les biens, à quoi faire attention. Déjà, il y a pas mal de questions à poser, je pense, avant la visite à l'agent IMO, quand on appelle. Et souvent, il manque pas mal d'informations dans les annonces. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec Projet Locatif, on accompagne les vendeurs d'investissement locatif aussi, parce que en fait, on se rend compte que les agences immobilières, elles connaissent pas trop l'investissement immobilier. Les annonces, il manque la taxe foncière, il manque les prorata de charges, on ne sait pas si les compteurs sont individuels, divisionnaires, etc. Donc globalement, les questions à poser, ça va être sur la copropriété. Donc s'il y a une copropriété, effectivement, les charges de copropriété. Donc, ça commence un peu par là. Pour calculer les équilibres financiers, il faut qu'on puisse avoir le cahier et la liste de toutes les charges, en fait. Et donc, dans les charges de copropriété, il y a les charges qui sont récupérables et les charges non récupérables. Donc les charges récupérables, c'est les charges qu'on va pouvoir imputer au locataire, donc lui mettre à sa charge, et les charges aux propriétaires, donc celles qui vont rester à nous facturer à nous. Donc cette partie-là, il faut la prendre en compte dans les charges fixes. Ça, c'est important. Et après, il nous faut le montant de la taxe foncière. Toute cette partie financière qu'on puisse déjà décortiquer, voir déjà s'il y a à peu près des équilibres financiers. Mais après, il faut savoir que les biens qui sont mis en vente à un prix ne se vendent pas forcément à ce prix-là. Donc, il ne faut pas se baser que sur ça. Si un bien vous plaît, il faut y aller, il faut visiter, il faut rencontrer l'agent immobilier et il faut faire une proposition. Il ne faut pas hésiter à faire des offres, quitte à ce qu'elles soient refusées, quitte à vexer, c'est pas très grave. Faut pas hésiter, mais au moins ça permet d'aller sur le terrain, de comprendre un petit peu le marché et de faire du lien avec les agents immobiliers qui nous amènent des affaires. Et après, alors sur place, y a pas mal de choses à regarder. Évidemment, l'état global de l'appart, s'il y a des travaux de rénovation à faire. Ça, c'est vrai que c'est bien d'arriver à peu près les chiffrer, parce qu'en fait, quand il y a une bonne affaire, j'ai eu une personne hier encore en coaching, je prends quelques personnes en coaching pour les aider vraiment. Là, il avait trouvé un bien, il avait vraiment besoin d'une analyse sur le moment, donc on a un petit peu tout décortiqué. Et du coup, c'est vrai que c'est bien d'arriver à savoir pour combien on va en avoir, en fait, pour les travaux, et de faire une offre rapidement. Donc lui, typiquement, il avait raté 3 biens, parce que il devait y visiter 3 jours plus tard et entre-temps, ça a été vendu. Donc la réactivité, c'est important. Et après, donc sur l'état du bien, effectivement, les sols, les peintures. Aujourd'hui, ce qui fonctionne bien, c'est d'avoir une belle cuisine équipée. Donc ça, c'est vraiment le point à accentuer. Donc une cuisine équipée, ça vaut 5 000 €, on est large.
on peut dire 4 000, dans les 4 000 €, fournis, posés, équipés. Il faut compter à peu près 4 000 €. La salle d'eau, il faut compter environ 5 000 €. Mais une salle d'eau, c'est pareil, c'est hyper important, avoir une douche à l'italienne, bien rénovée, moderne. Le côté déco, le petit mur qui va bien, la couleur qui va bien. Et puis après, les points techniques, bon, bah, ça va être l'électricité et la plomberie. Donc la plomberie, en soi, il n'y a pas énormément de points bloquants qui me viennent comme ça sur l'investissement sur un appartement. Ça va être dans la douche à l'italienne, ça va être des raccordements de cuisine. Voilà, c'est pas des gros travaux de plomberie. La plomberie, en général, c'est pas trop un problème. Le problème, ça peut être les lecs. Les lecs, effectivement, on va regarder s'il y a un tableau. Donc on va regarder s'il y a les disjoncteurs. Si c'est des vieux fusibles, ce qui arrive souvent, c'est pas très grave. C'est juste qu'il faut mettre un tableau avec des disjoncteurs. Donc ça, c'est pas trop gênant. Ce qui peut être gênant, c'est quand on va devoir repasser tous les fils partout. C'est-à-dire, bah, ça existe très peu, mais des immeubles avant les années 30, où là, vraiment, les fils sont très fins. Où ça devient dangereux, parce qu'aujourd'hui, on a des appareils qui consomment quand même beaucoup. Et donc là, on doit repartir sur une électricité complète à faire. Alors soit en goulotte, soit en saignée. Là, ça peut chiffrer, on est vite sur 4 000 à 5 000 € sur ce poste-là. Mais en général, l'électricité, on s'en fait un monde, c'est souvent pas très compliqué. Moi, ce que je fais souvent, c'est qu'on remplace l'appareillage. Même si on n'a pas la terre dans les pièces de vie, c'est pas très grave. C'est pas obligatoire. On a juste besoin d'avoir un interdifférentiel, un disjoncteur différentiel qui protège la sécurité des occupants. Et ça suffit. Donc après, pour les pièces d'eau, c'est obligatoire. Par contre, salle d'eau, cuisine, etc. Mais sinon, pour les pièces de vie, souvent, on fait ça. Et donc, effectivement, c'est des prises où il n'y a pas la terre. Mais c'est pas très grave, en fait. Hein. Ce qui est interdit, c'est de mettre une prise avec la terre s'il n'y a pas la terre derrière. Mais bon, si c'est juste remettre le tableau à jour, changer l'appareillage, dans les 1 500 €, c'est réglé, quoi. D'accord, ok. Oui, donc c'est pas des postes non plus énormes de dépenses. Ouais, franchement, c'est pas rédhibitoire. Souvent, on s'en fait un monde, c'est pas extraordinaire. Et justement, pour se lancer, parce qu'au final, quand tu as un œil nouveau, alors même en ayant quelques connaissances voilà, d'électricité, enfin de travaux, c'est pas évident de chiffrer exactement. Est-ce que tu penses que les premières visites, ça serait intéressant de les faire avec peut-être avec je sais pas, un maître d'œuvre, peut-être quelqu'un en tout cas qui peut apporter un regard technique tout de suite, parce que ben, comme on dit, quand tu te positionnes sur des biens qui sont pas forcément très chers pour pouvoir aller sur là où on peut, et bien du coup, la question se pose aussi de la structure du bâtiment parfois. Enfin, c'est des choses. Ouais. Enfin, tu vois, c'est des éléments moi sur lesquels je me pose des questions. Où tu peux avoir des peurs, des craintes. Des peurs. Tu te dis avoir une mauvaise surprise en fait. Quoi. Alors, par exemple, dans nos campagnes, on a quand même encore pas mal de campagnes, enfin les petites villes, il peut y avoir encore pas mal d'appartements ou de petits immeubles avec des structures bois. C'est des choses, et c'est caché sous les planchers souvent. Enfin, tu vois, c'est des éléments comme ça. Je vois, comment est-ce qu'on peut se prémunir d'un gros problème potentiel? Tout à fait. Oui, c'est ça qui fait peur, parce qu'à la rigueur, les petits problèmes, on arrive à les gérer. Je pense que venir directement avec un professionnel, c'est pas une bonne idée, parce que bon, déjà, on va le déranger, le professionnel. En général, il est débordé, il a plein de boulot, il a autre chose à faire et ça va le saouler. Il va peut-être venir une fois, peut-être 2 fois, puis après, il va en avoir ras-le-bol. Donc, on va se griller avec le professionnel. Non, faire venir un professionnel après coup pour se rassurer parce qu'on s'est positionné sur un bien, parce qu'on a une offre contre-signée et qu'on est engagé à signer un compromis, là, ça a du sens. Sachant qu'en tant qu'acheteur, ce qui est bien, c'est qu'on peut se retirer à tout moment après avoir signé un compromis, encore pendant un délai de 10 jours. Donc, il ne faut pas se gêner. Il faut faire des offres et engager les vendeurs, absolument. Et l'offre va nous sécuriser, nous, en tant qu'acheteurs. Elle va engager le vendeur. Lui, le vendeur n'a pas le droit de se désengager. D'accord. Et par contre, nous, en tant qu'acheteurs, on signe, donc il y a juste la particularité, il ne faut pas signer en société, mais en nom propre. On a cette clause qui nous permet, dans tous les cas, après avoir signé un compromis, de se retirer encore pendant 10 jours sans aucune raison. On n'a même pas de justification. Donc entre l'offre contre-signée et le compromis, il se passe souvent 3 semaines, 1 mois, parce qu'il faut rédiger le compromis, il manque des diagrammes à jour, etc. On a 1 mois pour finaliser et lever ces petits doutes.
Donc voilà, ce qui est important, c'est de bloquer le bien et surtout le sécuriser quand c'est une bonne affaire. Ça part dans les 2-3 jours, c'est réglé. D'accord. Et après, on va faire venir des professionnels pour se rassurer, voir effectivement si on a des doutes. En France, on a quand même pas mal de diagnostics obligatoires. Donc, tu vois, toutes les bêtes, Capricorne, et cetera, suivant les régions, quand il y en a, dans les régions en général, il y a les diagnostics qui sont obligatoires. Donc déjà, il y a tous les diags qui nous rassurent bien. Et après, effectivement, il peut y avoir des petites bêtes, des fois dans les poutres, et cetera. On parle de la mérule, des choses comme ça peut faire peur. Donc ça, après, on peut toujours faire passer un professionnel après coup. Bon, en général, c'est plutôt sain, c'est plutôt en bon état. J'ai rarement vu, des gros problèmes, mais bon, malgré tout, ça peut arriver. Mais il faut savoir que tout se traite. J'ai eu un peu tous les problèmes, j'ai déjà eu de la mérule, on a réussi à la traiter, ça se traite très bien. Quand ça a pas infesté toute la maison, Ouais. mais c'est très rare, d'avoir, un cache-misère sur toute une maison sans que ça se voie. Et après, pour les capricornes, c'est pareil, on a eu, le cas et il y a des traitements qui existent aussi, traitements par injection et cetera. Ça coûte entre 1 000 et 5 000 €, voilà, sur des bâtisses complètes, D'accord. donc ça reste acceptable. Mais effectivement, il y a la toiture à regarder. La toiture, c'est un gros poste aussi, quand on achète donc des bâtiments entiers et des petits immeubles. Donc bien entendu, la toiture, si on a un doute et qu'elle date de l'âge de l'immeuble, qui a plus de 50 ans, il faut s'y intéresser. En général, sur les immeubles de moins de 50 ans, la toiture, elle est plutôt bien, à moins que ça ait été mal fait, mais c'est plutôt costaud, c'est solide. Les tuiles, ça tient bien. Donc effectivement, à partir de 50 ans, on sait qu'il peut commencer à y avoir des petits soucis. Donc là, c'est à ce moment-là où on peut faire venir un professionnel pour se rassurer. Et puis après, sur les structures béton, bah, évidemment, en fait, faut être logique. Si on voit une fissure ou on voit quelque chose qui nous alerte et qui nous pose question, on peut demander voilà, à un professionnel, sachant que c'est pas la peine de faire venir des cabinets d'études qui vont coûter très cher. On fait venir un bon professionnel, il va regarder, il va vous dire si c'est bon, si c'est grave ou pas. Voilà, c'est souvent des petites fissures décoratives, de plâtre, même si le bâtiment a un peu bougé, ce qui arrive parce que c'est de plus en plus sec, les chaleurs sont de plus en plus élevées, donc souvent il y a des petites fissures esthétiques, mais qui remettent jamais ou très rarement en cause la solidité du bâtiment. D'accord. Voilà. Mais je vois que c'est beaucoup tous les profils un petit peu ingénieurs ont besoin de vraiment tout maîtriser, de tout comprendre, de tout millimétrer. Ce qui est très compliqué avec l'immobilier parce que il y a quand même une part aléatoire qui est assez importante. Mais oui, oui. Mais c'est justement, j'ai rigolé quand j'ai regardé l'un de tes podcasts et tu en parlais justement des gens qui font des études et qui ont justement besoin d'être rassurés et tout. Et bah, je me retrouve complètement Oui. dans cette situation-là. Et oui. Et à la fois, je pense essayer de m'en sortir de plus en plus en me lançant, même quand j'ai lancé ma petite entreprise. Voilà, c'est des choses, on ne maîtrise pas tout non plus, on ne sait pas forcément Oui. où ça va aller. Et même encore, c'est pas évident d'avoir une vision encore vraiment à long terme quand ça fait moins d'1 an qu'elle est créée. Mais c'est vrai qu'on on est un peu conditionné quand même à aller chercher un peu tous les éléments, tous les Ouais. détails. Enfin, moi, mon dossier que j'avais monté, j'avais travaillé sur un tableur Excel et tout était paramétré pour... je rentrais mon prix d'achat, prix des loyers, mes différentes ouais. charges annualisées au mois, tout, pour avoir mes calculs à la fin. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu enfermant Et oui, d'avoir... bien sûr, tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est un peu, je pense, ce côté lâcher prise. On en Oui, parlait un peu tout à oui, l'heure, c'est de se vrai. dire, il faut lâcher prise et se dire, bah, Ouais, faut j'y vais. ouais, allez, je passe le cap. Ouais, j'y vais. Et puis je commence avec quelque chose de petit pour me rassurer. Oui. Voilà. Donc le risque, en plus, c'est pas énorme parce que l'immobilier peut pas s'effondrer de 80%. Donc même si on achète mal, j'allais dire, sachant que les loyers sont décorrélés du prix de l'immobilier, même si on a payé le bien un petit peu trop cher, moi ça m'arrive, j'ai acheté des biens des fois un petit peu trop cher, mais bon, moi je suis dans un objectif d'accumulation. Donc ce qui m'intéresse, c'est la capitalisation sur le volume. Et donc je me dis, même si j'ai payé 10 000, 15 000, 20 000 € de plus, en fait, je perds du temps d'amortissement. Je vais perdre 1 an, et au bout d'1 an, j'aurai amorti ces 10 15 000 € que j'ai payés en plus, et pendant 30 ans, 40 ans ou 50 ans, peut-être plus, peut-être pendant des générations, j'aurai accumulé, j'aurai acquis ce nouveau projet, ce nouvel immeuble. D'accord, oui. Donc, mais c'est vrai que sur les profils ingénieurs maîtrise, c'est très compliqué de franchir le cap. Et je vois, en fait, ça reste un métier de terrain quand même. Je dis c'est un métier parce que ça demande quand même pas mal de compétences pour investir. Mais
c'est un métier de terrain et donc il faut passer plus de temps sur le terrain que derrière un ordinateur, effectivement, à faire, des tableaux Excel qui peuvent nous permettre d'avoir certaines données, être rassurants. Mais, c'est un métier de contact et c'est en discutant avec des agents IMO: «Ah mais moi je connais un artisan, il peut vous chiffrer ça pour pas cher» et cetera et c'est là que Mmh. ça se passe, en fait. Faut y aller et en multipliant les visites, en multipliant les contacts, petit à petit, bah, ça va faire un chemin et on va être rassuré, on va avoir des éléments de réponse et ça va permettre de passer à l'action. En fait, le plus dur, c'est les premiers, parce que on a plein de peurs, plein de questions et après, une fois qu'on en a fait, moi je me rappelle les premiers, je dormais pas, hein. Franchement, la nuit, je dormais pas, j'étais là: «Waouh, mais c'est énorme et tout, cette somme et tout» et plus le temps passe, plus on est rassuré, plus on comprend que ça fonctionne Mmh. et puis après on achète ça Bah, comme c'est si de rien n'était presque. Mais je comprends les premiers, c'est normal. C'est les plus durs et après on est rassuré, on voit que ça fonctionne, on a besoin de le voir par nous-mêmes, même si on nous le dit, même là, si on le dit sur des podcasts, sur des vidéos, le fait de le vivre, et de le ressentir, c'est ce qui permet vraiment d'être profondément rassuré sur le long terme. oui, oui, oui. Bah, du coup, il vaut mieux peut-être faire plein de visites sans même vouloir acheter, enfin, de peut-être ne pas vouloir se positionner tout de suite, mais emmagasiner un maximum de visites et d'expériences peut-être Mmh. et apprendre à bien identifier justement Le le bien, bien adapté, ouais. celui qu'on va peut-être le plus ressentir ou quoi Mmh. et se positionner, Ouais, c'est vrai. Après, il faut pas s'épuiser dans les visites aussi, c'est pareil, mmh, voilà, donc c'est bien de faire des visites. Après, il faut bien cibler aussi. C'est pour ça qu'il faut bien, réfléchir aux questions qu'on va poser à l'agent immobilier pour éviter de faire trop de visites touristiques, quoi. ouais. Parce que c'est vrai qu'on va épuiser un petit peu tout le monde. Il y a un moment où il faut passer à l'action. Si je dois donner un chiffre, je sais pas, sur le nombre de visites, pour se faire une idée du marché, j'allais dire entre 10 à 20 visites. Heu, 20, ça commence à faire beaucoup. Ouais, Heu, Au bout d'une dizaine de visites, vous devez avoir une idée claire de ce que vous voulez, du marché et vous devez être capable de vous positionner. d'accord, ouais. Voilà. Après sinon, c'est de la balade, touristique. Faut aimer le patrimoine. Ouais, voilà, faut, aimer les visites, ouais, c'est ça. Donc bon, faut savoir ce qu'on veut. Oui, voilà, c'est Mais ça. bon, oui, non, non, au bout d'un moment, faut passer à l'action. Ouais, OK. Et alors du coup, en passant à l'action, plutôt SCI ou nom propre pour commencer? Ça, c'est pareil, c'est un gros sujet, Tout à fait. Et oui, heu, exactement, le statut. ouais, exactement. Alors le statut, ça c'est pareil, je pense que c'est bien de s'y intéresser, mais au moment où on a un bien. Et c'est pour ça qu'en fait, je vois beaucoup d'investisseurs qui veulent tout connaître, tout maîtriser au début. Franchement, c'est pas nécessaire. Moi, au début, je connaissais pas grand-chose et au fur et à mesure des étapes, je les ai apprises. Et le principal, c'est pas de faire de grosses erreurs. Franchement, le statut, c'est en fonction de la situation de chacun, Mmh. fiscale, est-ce qu'on a des revenus, élevés ou pas? Est-ce qu'on a une tranche marginale d'imposition élevée ou pas? En fonction de ses objectifs, est-ce que c'est pour avoir plus tard des revenus complémentaires ou est-ce que c'est pour constituer du patrimoine? Et la 3e élément important, c'est ce qui va être déterminant, c'est quand on va avoir le bien. C'est à ce moment-là où on va se dire dans quelle case on le met. Mmh. En fait, en immobilier, franchement, on s'en fait tout un monde des statuts, mais il y en a 3. Il y en a 3 et ils sont assez simples à comprendre. C'est le déficit foncier, la Mmh. location nue. C'est la location meublée au réel, c'est le LMNP au réel. Mmh. Et après, sinon, c'est la SCI à l'impôt sur les sociétés. Faut rester sur ces 3 statuts, les plus simples. Après, on peut toujours, imaginer, la solution miracle, des holdings, des démembrements, des trucs complexes. Franchement, le plus simple, c'est ce qui fonctionne le mieux, souvent. Il y a pas de solution, miracle. Les solutions miracles qui existent, elles peuvent être requalifiées par le fisc, Mmh. parce que c'est à but principalement, souvent fiscal. Donc, cherchez pas la solution miracle, elle n'existe pas. Il y a des avantages et des inconvénients dans tous les statuts. Mais quand on fait les choses bien, moi j'ai jamais payé d'impôts, donc ça fait 15 ans, en tout cas sur mes revenus, locatifs. Mmh. Donc on a des solutions pour ne pas payer d'impôts. Le nom propre, le déficit foncier, on l'achète soi-même. Si on a des travaux, on a cette enveloppe qui se reporte d'année en année Mmh. et donc qui gomme les revenus, fonciers. Donc ça, il faut quand même avoir une bonne quantité de travaux. Si c'est un bien qui a pas de travaux, effectivement, on va quand même se rapprocher soit du LMNP Mmh. pour avoir, les avantages des amortissements. Donc là, on peut déduire des amortissements, même Mmh. si on n'a pas de travaux. Ça permet d'éviter de payer de la fiscalité. Donc c'est-à-dire qu'on l'achète en nom propre et en loue en meublé. D'accord.
Et si le meublé n'est pas judicieux parce qu'il n'y a pas de demande locative sur le secteur pour faire du meublé, ou parce qu'on ne veut pas gérer du meublé aussi, parce qu'il faut changer les Mmh. appareils, il y a un peu plus de turnover, voilà, c'est un peu plus chiant à gérer le meublé. Il y a un peu plus de souplesse aussi, par contre, ça a des bons côtés, aussi peut-être, non? Souplesse par rapport au beau, tu veux dire, Oui. d'un an? Oui et non, parce qu'en fait, c'est souvent à l'avantage du locataire. Alors, c'est le locataire qui peut partir avec un préavis d'1 mois et c'est des baux Ah d'1 oui. an, et le propriétaire, pour récupérer le logement, effectivement, c'est un bail d'1 an, donc on peut le récupérer au bout d'1 an. Mais en fait, pour récupérer un logement, c'est quand même assez compliqué, hein. Mmh. Oui, c'est soit un congé pour vente, soit, parce qu'il y a des très gros travaux à prévoir, qui mettent en danger, finalement le logement. Mais voilà, c'est assez rare pour récupérer un bien. D'accord. Et après, sinon, c'est la case de la SCI à l'impôt sur les sociétés. Mmh. Donc ça, il faut être 2, par contre, mais ça permet de mettre tous les biens qui sont sans travaux et de capitaliser sur le long terme. D'accord. Donc au début, quand on achète un bien, un appart ou 2 apparts, franchement, faire une SCI pour ça, moi, je trouve que c'est pas vraiment nécessaire, Mmh. et donc il faut s'orienter vers des biens avec, un minimum de travaux. Je trouve qu'au début, se lancer dans les très gros travaux, ça peut être compliqué, mais par contre, le bien à rénover, à repimper un peu, mettre une cuisine équipée, une salle de bain, un peu de peinture, un peu de sol, on trouve vite un artisan, tout corps d'état qui va nous faire ça, auto-entrepreneur, sans TVA, c'est top, Mmh. qui sait un peu tout faire, et ça va nous permettre d'avoir cette enveloppe de déficit qui va être reportée chaque année et qui nous gomme pendant, souvent plus de 10 ans, la fiscalité de ce projet. Ça nous permet de voir venir, quoi. Oui, Voilà. c'est vrai. Donc, voilà, je dirais les premiers biens, souvent en nom propre, c'est bien. Location nue, déficit foncier, location meublée, LMNP au réel. Par exemple, sur certains marchés, comme des villes où il y a plutôt pas mal d'étudiants, où ça peut être intéressant là de bien étudier ces deux statuts, parce que justement, Mmh. ben, c'est des publics qui peuvent parfois rester plus longtemps ou avoir un turnover un peu Mmh. plus important. Et du coup, c'est là où il faut réfléchir à est-ce qu'on part sur l'MNP Ouais. ou l'autre, non, Oui, oui. C'est le déficit foncier. le déficit foncier, merci. Ou du coup, LMNP ou le déficit foncier. Ouais, ben en fait, c'est ça, faut être en rapport avec la demande locale. Donc forcément, il faut que ça corresponde, il faut que le bien corresponde aussi, qu'on va trouver. Alors, pourquoi pas, louer à des étudiants sur les secteurs où c'est porteur. Évidemment, il faut vraiment que ce soit porteur et qu'il y ait une vraie demande. Et effectivement, là, pour le coup, on peut faire du meublé parce que les étudiants, c'est intéressant, ils arrivent avec, leurs valises, ils ont Mmh. envie de poser leurs valises. Mais il faut vraiment, vérifier quand même la demande sur le secteur. Est-ce qu'on cible plus des étudiants? Effectivement, il y aura plus de turnover, ça va bouger un petit peu plus. Moi, c'est vrai que je suis d'avis de démarrer, alors ça va dépendre des villes, mais je trouve que le T2, c'est un super outil pour démarrer. Moi, j'ai démarré avec 2 T2, mais en fait, est-ce que tu cherches? Je l'ai trouvé. J'ai démarré avec ça, en fait. J'ai démarré avec 2 T2 D'accord. qui étaient vendus par la même personne. C'est pas ce que je cherchais, mais en fait, on m'a proposé ça. Il faut être ouvert finalement à ce qu'on propose. Et chercher un appart, on m'a dit: «Beh, j'en ai 2, mais c'est un bon coup». C'était 2 T2 avec garage, pas trop mal placés, des appartements à moderniser, un peu anciens, mais voilà, il fallait, les moderniser tout simplement. Donc c'est tombé, vraiment parfaitement. Et je trouve que le T2, c'est vraiment le bon outil. On arrive à arri on arrive à trouver des points d'équilibre, qui sont, corrects, Mmh. en termes de rentabilité entre le coût d'achat souvent et ce qu'on peut louer. On peut avoir plus de rentabilité sur les studios, mais par contre, effectivement, les studios, bah, il y aura le turnover de Mmh. l'étudiant. Il peut y avoir un peu de vacances locatives aussi, parce que l'étudiant, bah, des fois, il part en cours d'année, parce que bah, il en a marre de ses études, ça Mmh. marche pas, il réussit pas. Et pour relouer en cours d'année, ça peut être embêtant. Donc moi, c'est ma vision à moi, mais il faut que chacun ait sa propre vision et s'approprie sa vision. Mmh. Mais je trouve que le T2, c'est bien parce qu'il peut y avoir un turnover beaucoup plus lent. Souvent, c'est 3 ans, 4 ans. Ça concerne quasiment tout le monde, en fait. Toutes les personnes seules, tous les couples. Mmh. Voilà, c'est énorme. Il y a que les familles qui ne sont pas concernées par l'appartement de T2. Ah oui, c'est vrai. Mmh. Et forcément, quand on part sur des surfaces un peu plus grandes, par contre, pour avoir des rentabilités, c'est plus dur. Parce qu'un T3, ben, c'est plus grand, donc en prix en mètre carré, ça coûte plus cher, et Mmh. on va pas louer 2 fois plus cher un T3 que 2 studios. Et pourtant, c'est 2 fois plus grand. Donc c'est plus dur de trouver des points d'équilibre sur des T3, T4, T5 encore plus, Mmh. que sur des T2 et des studios. Donc voilà, la cible, à mon avis, ça peut être
du T2+ avec un bureau, parce que ça, c'est avec les couples recherchent des fois des T3 avec bureau, pour avoir une chambre de plus ou même pour avoir un enfant. Donc là, c'est super. Le T3, c'est le top, mais suivant les secteurs, c'est compliqué. Donc les secteurs où le prix au mètre carré est élevé, il faut s'orienter vers des plus petites surfaces. Et les secteurs où le prix au mètre carré est un peu moins élevé, c'est-à-dire en dessous de 2 000 €, on peut commencer à regarder les T2 et éventuellement les T3. D'accord. Voilà. Pour donner quand même voilà, un petit Ouais. peu des indications assez précises. Et du coup, les T2 que tu veux pas me les vendre? Eh bien, figure-toi que je les ai revendus déjà. Ah mince. Ouais, je les ai revendus les deux. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait prendre conscience de la puissance de l'immobilier, parce que ces deux T2, on les avait payés 100 000 €. Mhm. C'était 50 000 € de T2 du coup. Et donc nous, on avait économisé, on avait 30 000 € de côté, et on a tout mis dedans. On a emprunté 70 000 €. Et au bout d'un an, en fait, je me suis rendu compte qu'un T2, on pouvait le vendre facilement 70 000 €. Comme on avait mis un coup de peinture, on avait fait un coup de propre, sans plus, mais il était propre. Et du coup, quand j'ai eu un départ de locataire, parce que vendre louer, c'est plus compliqué, on vend une rentabilité, mais vendre vide, on peut vendre à quelqu'un qui va vouloir y habiter, donc on touche un marché beaucoup plus large. Et ben je l'ai vendu 75 000 €, mais hyper facilement. Donc, j'avais remboursé au bout d'un an 4 000 € de capital. Donc, je devais plus que 62 ou 63 000 à la banque. J'ai récupéré 75 000. Donc, je me suis fait en plus de l'épargne, j'ai remboursé la banque et je me suis retrouvé avec un appart qui était payé. Et là, j'ai dit, waouh, trop bien. Tous les mois, j'avais 500 € qui tombaient et moi, j'allais bosser pour 1 500 €. Je trouvais ça assez incroyable. Du coup, j'ai vendu le deuxième et là, ça m'a fait pareil, 75 000. Donc, il y avait un peu de plus-value, bien sûr, à payer. Donc, voilà, mais je me suis retrouvé de mémoire avec 60 000 € de côté au bout de 2 ans. C'est bien. C'était trop bien. Et mes 30 000 sont transformés en 60 000 assez facilement, assez rapidement. Donc, Ouais, donc on se rend compte de la puissance. Bah, tu m'étonnes. Et du coup, tu disais, tu as commencé en ayant un salaire à 1 500 €. C'est intéressant Ouais. aussi, ça de. Tout à fait. Au final, Ouais, t'as ouais. pas. Ah oui, j'avais pas un gros salaire, hein. Je gagnais 1 500 €, j'étais aide-soignant, donc pas des situations super. Donc mon épouse, elle, par contre, elle était à l'hôpital et elle gagnait pareil 1 500 €, mais elle était fonctionnaire. Et c'est pour ça que je parle des statuts. Quand on a un CDI ou fonctionnaire, c'est super apprécié par les banques. Et moi, j'étais qu'en CDD renouvelé. Et on a pu emprunter, franchement, sur les 2 premiers immeubles, on n'a pas eu trop de problèmes. On a acheté ces 2 apparts, on nous a prêté. Et après, j'ai eu un premier immeuble à 220 000 €. Voilà. Et 6 mois après, on a refait un projet. Pareil, j'ai emprunté 180 000 €. Et là, c'est assez bien passé. Contrairement à ce que je pensais, j'avais un super contact, un super conseiller qui croyait en moi, en mes projets, et qui m'a facilement prêté. C'était à la Banque Postale à l'époque. Ça peut faire sourire, mais la Banque Postale attaquait et accompagnait bien les primo-investisseurs à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais après, ils décrochent, parce que ce pas des vraies banques professionnelles qui accompagnent les investisseurs sur le long terme. Mais en tout cas, elle m'a bien accompagné au début. Et donc voilà, franchement, les dossiers propres, carrés, bien présentés, motivés, on croit au projet, et des projets un peu plus simples à financer aussi, c'est-à-dire en grande partie loués. Les immeubles que j'ai achetés étaient loués à 80%. Donc l'immeuble à 220 000, sur 4 apparts, il y en avait 3 de loués. Voilà. D'accord. Donc il y en avait un qu'il fallait rénover, donc il y avait un petit budget travaux pour le rénover, mais le reste tournait avec des locataires de longue date, de plus de 30 ans. D'ailleurs, j'ai toujours dans ce même immeuble, ça fait, celui-là je l'ai acheté en 2013, donc ça fait 13 ans. C'est toujours les 2 mêmes locataires. Il y a une mamie de 92 ans dedans et une autre qui doit avoir 80 et quelques années. Bon, vont finir leur jour dans l'immeuble. Et il y en a une, ça fait 45 ans, voire 50 ans. Ouais, 50 ans. Elle est là depuis la création, finalement, de l'immeuble, depuis la construction de l'immeuble. Waouh. Donc, incroyable. Et là, tu te dis, mais c'est génial, en fait. Quand tu as des locataires comme ça, ils ont payé 3 fois leur appartement, quoi. Ouais. Et là, c'est ultra passif parce qu'ils t'appellent pas, ils sont bien dans l'appart. Donc là, c'est génial. Et là, c'est des petits appartements T3. C'est un immeuble de petit T3 de 50 mètres carrés. D'accord. Voilà, 4 T3 de 50 mètres carrés. C'est pour ça qu'il ne faut pas être fermé au T3, parce qu'il y a des T3 de 50 mètres carrés qui ne coûtent pas très cher et qui sont bien, quoi, finalement. D'accord, oui. Donc entre le T1, T2 et T3 sur certains projets, du coup. Voilà, suivant les secteurs. Selon le secteur. Sur les secteurs où le prix de l'immobilier est trop cher,
Il vaut mieux aller sur des plus petites surfaces pour trouver ce point d'équilibre de rentabilité. Mmh. Je peux parler comment on calcule une rentabilité. C'est vrai, on peut On peut-être. peut, c'est vrai que peut-être complètement. certains savent pas trop comment on calcule une rentabilité. Oui, parce que c'est vrai que moi j'ai déjà monté quelques Ouais, dossiers, donc c'est vrai que. Mais je pense que ça peut être intéressant de ouais, tout à fait. s'arrêter dessus. Ouais. Pour faire le point sur la rentabilité, c'est les loyers annuels hors charge qu'on va diviser par le coût total de l'opération, donc prix d'achat, frais de notaire, montant des travaux. Donc vraiment coût total de l'opération multiplié par 100. Voilà. Mm. Donc loyer annuel hors charge divisé coût total de l'opération multiplié par 100. Voilà. Mm. Et là, on a la rentabilité, donc ce qu'on disait Et on a la à partir de rentabilité 7,5. brute. On a la rentabilité, par exemple, brut. Ouais. Mm. Voilà. Voilà. Ça donne un premier indicateur de base, et après, il faut faire les calculs. Hein. Il faut calculer combien on a de revenus, combien on a de charges, et on regarde, on vérifie les équilibres financiers. J'entendais dire une personne sur comme ça aussi qui était dans l'investissement qui disait à partir du moment où on est sur une rentabilité qui couvre l'inflation, on est gagnant. Ouais, c'est vrai, c'est Rentabilité vrai. nette. Ouais, ouais. Et Ouais. du coup, j'avais un peu ça aussi en tête. Et oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais l'inflation nous grignote notre pouvoir d'achat. Mm. Et c'est invisible, on ne s'en rend pas compte, et pourtant c'est bien présent, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui se sentent de plus en plus pauvres, parce qu'elles ne mettent pas en place des actifs qui vont prendre de la valeur avec l'inflation. L'immobilier, ce qui est bien, c'est que ça suit l'inflation aussi. Donc on a le rendement, le remboursement du capital, le cash flow éventuellement, et on a l'évolution des prix de l'immobilier. Donc on a 3 vecteurs d'enrichissement, et surtout qu'en fait on a un taux de rendement interne qui est hyper intéressant, parce qu'on met 10%, on les transforme en 90%, donc c'est hyper intéressant. Mais on a aussi la valeur sur le long terme de l'immobilier qui évolue positivement, et ça permet de récupérer encore ce différentiel positivement. Et donc effectivement, l'inflation, ça grignote, et du coup c'est bien d'en prendre compte. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a des taux de crédit à 3,5. En fait, on a un réel taux de crédit à 0, parce qu'en fait, ça correspond à l'inflation. On a une inflation à peu près à 3%. En fait, c'est comme si on empruntait à 0%, parce que notre mensualité de crédit va rester fixe et l'inflation va continuer à augmenter pendant toute la durée du prêt. Et donc, c'est pour ça que notre crédit sera une charge de moins en moins importante avec le temps, et nous permettra d'avoir un pouvoir d'achat de plus en plus élevé, puisque les loyers sont également indexés sur l'inflation, et donc suivent avec l'indice de référence des loyers cette courbe qui permet d'avoir des revenus de plus en plus importants avec une mensualité de crédit qui est fixe. Donc pour nous, pour les investisseurs immobiliers, l'inflation, c'est génial. C'est trop bien. Quand on est du bon côté, c'est bon. Mais oui, tout à fait. Et du coup, effectivement, il y avait la question qu'en 2026, les banques sont de plus en plus frileuses, avec la conjoncture un peu économique qui est tout autour. Est-ce que c'est encore possible d'investir? Est-ce que c'est encore le bon moment? Oui, alors effectivement, les banques ont été contraintes de limiter l'obtention des financements avec toutes leurs obligations qui leur ont été imposées, entre autres par le HCSF, le Haut Conseil de stabilité financière, qui les limite dans la production de crédit aux investisseurs. Mais malgré tout, il y a des solutions qui existent. Au fur et à mesure, il y a des passerelles, parce que sinon, j'aurais jamais pu emprunter tout ce que j'ai emprunté. Donc, les solutions existent, il y a des, voilà, ça se construit au fur et à mesure, et ça évolue constamment. Donc, il faut arriver à s'adapter en fonction de ce qui est demandé par les banques, et essayer au mieux de répondre à leurs demandes. Aujourd'hui, ce qui fonctionne très bien, c'est d'avoir de l'épargne et de mettre de l'apport. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc, la constitution de l'épargne est primordiale aujourd'hui. Mettre un petit peu d'apport aussi facilite grandement l'acceptation des dossiers. Et effectivement, le contexte aujourd'hui, pour moi, est super favorable pour les investisseurs, parce que il y a peu de concurrence. Donc, on a des prix qui ont tendance à baisser, à stagner un petit peu. Moi, je vois, on retrouve des bonnes affaires. Ça y est, enfin. La période à post-Covid où il y avait des taux de crédit à 1%, c'était impossible de trouver des affaires. Il y avait trop de monde. Tout le monde voulait investir, tout le monde voulait acheter. Là, ça y est, tout le monde regarde BFM. et du coup, plus personne ne veut acheter, plus personne ne veut investir. Et bien ça, c'est génial. Parce que du coup, on peut mieux négocier. Au niveau des vendeurs, il y a peu de concurrence, et on retrouve plus facilement des bons projets avec des bonnes rentabilités. Et forcément, sur le long terme, ça paye, ça se paye tout seul, on rembourse du crédit. Donc à partir du moment où on a un point d'équilibre
où le crédit et toutes les charges sont englobées dans le remboursement grâce aux revenus locatifs que ça génère, il faut empiler. Moi, j'ai jamais regardé les taux d'intérêt, donc je m'en fous complètement. Quand j'ai commencé, j'étais à 5% d'intérêt. Et effectivement, c'est pas comme une résidence principale. Une résidence principale, on va payer soi-même les intérêts. Là, c'est les locataires qui vont tout payer. Donc, D'accord. peu importe. Et ce qui permet de passer à l'action de capitaliser. Donc, pour moi, la période est super intéressante. Le marché locatif est composé de moins en moins d'investisseurs vraiment professionnels. Et aujourd'hui, effectivement, avec tout ce qui est en termes d'obligations pour les investisseurs, c'est vrai qu'il faut se professionnaliser. Et comme ça élimine les autres et ça permet justement de laisser de la place à ceux qui veulent faire les choses bien. Et du coup, ça permet, voilà. Et ça oblige à faire des choses bien et ça fonctionne parfaitement bien. Donc, du coup, la période pour moi est idéale là. Ouais. Et là, on sent que ça recommence à reprendre. Donc, les investisseurs vont aussi comprendre que les taux d'intérêt ne vont plus rebaisser à 1%, c'est fini. Ça, il faut l'accepter aussi. Et donc, il y a eu cette période aussi d'attente, de se dire les taux vont baisser, j'attends. Et en fait, il vaut mieux plutôt penser inverse. Ce que j'ai dit à la soirée d'ailleurs, il vaut mieux acheter de l'immobilier et attendre plutôt qu'attendre pour acheter de l'immobilier. C'est vrai, vaut mieux passer à l'action. Ouais, j'aime bien cette punchline là, elle est pas mal, je trouve. Elle est bien, elle est très très bien. Ouais. Tu dois en faire un slogan. Mais ouais, parce qu'en fait, tu achètes de l'immobilier, t'attends, tu capitalises. Oui. Si t'attends pour acheter de l'immobilier, tu capitalises rien. Au contraire, tu perds de l'argent avec l'inflation en plus. Chaque temps qui passe, chaque mois qui passe, tu perds quoi. Et c'est pour ça que moi je suis dans une course effrénée d'accumulation parce que je sais que le temps passe et le temps joue en notre faveur en tant qu'investisseur. Donc il faut vite acheter, vite accumuler, vite rembourser du capital pour s'enrichir le plus tôt possible parce que forcément après quand on a 50, 55 ans, 60 ans, bon, on n'a peut-être plus envie de faire des recherches, de gérer des travaux, d'avoir des petits soucis locataires. Ça, Donc là, on sera dans la gestion de capital. Et là, ça sera aussi très agréable, je pense. Je pense, oui. Sans compter que s'il y a besoin de partir en vacances, tu peux vendre un ou deux biens pour pouvoir en profiter. Oui, tout à fait, exactement. Je suis tout à fait d'accord. Pas obligé d'attendre la fin. Voilà. Il y a un côté aussi hyper confortable. Exact. Et du coup, j'avais une question aussi parce que on parle de la retraite, mais du coup, on a quand même une société qui a tendance à être un peu vieillissante, malgré tout, surtout dans les campagnes. Là, on a quand même un vieillissement de la population. Qui dit vieillissement de la population dit malheureusement des biens qui vont se libérer dans les 15-20 ans à venir, je pense, quelque chose comme ça. Est-ce que ça peut pas entraîner une baisse un peu du prix de l'immobilier ? Est-ce que ça, c'est des choses que tu prends en compte ? Alors ça, c'est peut-être pas forcément tout le monde ne va peut-être pas sur ces questions-là, mais c'est ma déformation un peu professionnelle. Ouais, tout à fait, oui, c'est bien, t'as raison. Alors effectivement, j'y pense, de là à dire que j'ai fait une grosse analyse sur le sujet, ça serait mentir. Effectivement, j'en ai quand même conscience, sachant que quand on propose les meilleurs produits du marché, s'il y en a qui doivent pas louer, ça sera pas moi. Voilà, moi je sais que je suis dans les top 10 des meilleurs produits proposés en locatif sur mon secteur. Donc forcément, s'il y en a qui ne doivent pas avoir de locataire, ça ne sera pas moi, ce sera ceux qui ne font pas les choses correctement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il faut comprendre qu'on achète quand même de l'immobilier gratuitement avec l'effet de levier. Donc, il faut partir du principe que je suis prêt à accepter que l'immobilier que j'achète, qui est pourtant de très bonne qualité, baisse en prix. Voilà, moi je suis OK avec ça. Même si j'achète un immeuble 200 000 euros, s'il en vaut plus que 150 000 euros dans 20 ans, c'est 150 000 euros que j'aurais pas eu. Donc tu vois, ça reste quand même si c'est divisé par deux, allez, à l'extrême divisé par deux, ce qui ne se produira jamais, j'ai quand même gagné 100 000 euros. Sachant que les loyers sont souvent un peu décorrélés des prix de l'immobilier, mais j'aurais remboursé le capital. Et donc, à ce moment-là, je pourrais revendre. Quand on sera dans cette période-là, de manière, ça sera une tendance qu'on verra petit à petit venir. On aura le temps d'ajuster, d'arbitrer, et puis on aura remboursé du capital. Donc, on aura des solutions d'adaptation à ce moment-là. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est dur d'avoir des perspectives sur le très long terme. Aujourd'hui, voilà, le mouvement de la démographie ne va pas se faire d'une manière brutale.
C'est pas comme des actions en bourse ou encore pire comme de la crypto-monnaie avec l'immobilier. On le voit en ce moment avec le Bitcoin, là. Voilà. Ce qui est bien, c'est que ça permet de réfléchir, d'anticiper un petit peu ce qui va se passer sur le long terme. Et plus on rembourse, plus on capitalise, moins on doit à la banque, et plus on trouvera des solutions assez faciles, quoi, finalement. D'accord, oui. Donc voilà ma vision sur la démographie, le vieillissement de la population. Je sais que aussi en parallèle de ça, on ne construit pas assez de logements, et encore moins pendant ces périodes-là parce que les matériaux coûtent très cher. Ils ont tué la construction de logements avec toutes leurs normes et leurs obligations. Donc on manque pour l'instant cruellement de logements. C'est un besoin fondamental. On devra toujours se loger. Donc moi, j'aime bien les fondamentaux, ce qui me semble voilà, du bon sens. Donc je pense que les équilibres vont se faire au fur et à mesure de l'évolution. D'accord. Voilà. Ok. Je peux te poser une dernière? Ouais. C'est Ouais. les 3 principaux conseils que tu me donnerais pour me lancer cette année à la signature d'un premier achat. Oui, c'est ça. Alors le premier conseil, ça peut être voilà, d'être un peu moins dans l'analyse approfondie et d'être plus sur la partie action. Donc de te mettre des objectifs pour aller sur le terrain, faire des visites, faire des offres et te positionner concrètement sur des biens avec les éléments que je t'ai donnés, d'être déjà dans le vrai passage à l'action, et après de trouver des solutions au fur et à mesure et d'être un peu moins dans l'analyse. D'accord. Deuxième conseil, ça peut être, comme tu es quelqu'un qui justement n'aime pas les barrières limitantes et de continuer dans cette dynamique, de continuer à constituer ta trésorerie, d'avoir cet objectif pour le plus rapidement possible, avoir cette épargne de précaution qui te rassurera aussi énormément, quitte à avoir une période un peu plus difficile ou qui va être plus dure pour toi, mais qui va être rassurante après pour la suite et pour les banques, pour le financement. Donc de profiter de cette période de réflexion, d'analyse, de recherche pour préparer ton dossier bancaire pour qu'il soit vraiment parfait et être sûr que tu sois finançable au le moment voulu. Donc ça veut dire des tenues de compte propres, vraiment impeccables, pas de découvert, bon j'en doute pas, Non, mais voilà, mais- que tout soit impeccable, des versements réguliers, de l'épargne, que tu développes un peu ton activité aussi en parallèle pour essayer d'avoir un maximum d'épargne pendant cette période-là, et avoir voilà, ce dossier qui soit prêt le plus propre possible pour que quand tu trouves un bien, tu es sûr que tu ailles au bout et que tu tires du coup des leçons de ta première expérience. Parce que c'est trop dommage quand on a trouvé un bien de qualité de ne pas arriver à le faire financer. Franchement, ça peut casser un peu le moral et casser la dynamique. Oui, un troisième conseil, ça peut être aussi de s'imaginer de tout ce qui peut t'arriver si on ne fait rien. Voilà, et de se répéter un petit peu ça tous les jours, parce que on a souvent peur de ce qui va se passer si on fait les choses, mais de s'imaginer, se dire: «Mais qu'est-ce qui va se passer si je ne fais rien? Si je ne construis rien, mais comment va être ma vie dans les années à venir? À 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, à la retraite? J'aurais rien fait, il y aura pas eu d'évolution». Voilà, le plus gros risque souvent, c'est ça, c'est l'inaction, c'est de ne rien faire. Mais le cerveau humain est fait qu'on a peur des actions et de ce qui pourrait se passer. Mais en fait, quand on fait rien et qu'on a finalement qu'une seule source de revenus, que son salaire, on perd son emploi, on n'a pas de perspective d'avenir, je veux dire, c'est pas très rose, c'est pas l'avenir est pas ouf, quoi. Donc essayer de se rappeler ça pour se motiver et se dire: «OK, là, j'ai pas le choix, je n'ai pas le choix, je dois absolument, passer à l'action, penser à mon avenir et me construire mes futurs revenus et non plus compter sur un employeur ou la société, mais me prendre en main pour voilà, construire ces équilibres financiers et ces revenus qui vont compléter ma stabilité et me créer mon avenir que je veux au plus profond de moi». Génial. Voilà. Et pour tous les autres, bien sûr, être accompagné par projet locatif aussi. Voilà. Évidemment. Puisqu'on a des conseillers sur toute la France qui proposent les projets. Donc, ça peut être une solution aussi. Ça peut On être a le quelqu'un quatrième sur le conseil, du secteur coup. aussi qui est très efficace en plus. Du coup, c'est ton 4e conseil. Voilà, le 4e, c'est le bonus. C'est gratuit. Bon, bah voilà, je pense qu'on a Bon, fait... c'est pas mal, hein, je pense que là, ouais. Bah écoute, merci. Je sais pas, je pense que ça fait un peu plus d'1 heure maintenant qu'on est en tournage. Donc, je pense que c'est pas mal. Il y a eu quand même beaucoup de questions très pertinentes. Franchement, merci pour les réflexions des questions que tu as posées. Elles ont été vraiment bien posées, bien orientées. Ouais, génial. J'espère que ça plaira du coup à l'audience.
Voilà, n'hésitez pas du coup à liker, à commenter, à partager aussi pour nous aider à développer cette nouvelle chaîne de podcast. Et puis j'espère que ce contenu avec Rudy vous a plu, les questions bien ciblées. Merci beaucoup Rudy de ta présence. Eh ben, merci beaucoup surtout de m'avoir donné cette opportunité. C'est vrai que ça donne, ça va m'amener à réfléchir à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui pour la suite. Donc encore un grand merci. J'ai passé un super moment, c'était vraiment génial. Super, ben merci beaucoup, c'était très agréable aussi. Je ne doute pas que tu passes à l'action et on se revoit d'ici quelques temps pour la concrétisation du premier projet. Avec grand plaisir. Ok, avec plaisir Rudy, merci beaucoup. Merci à toi Robin, à bientôt. Ciao les investisseurs, au revoir.